Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce moment particulier. Je suis heureux de partager avec vous ce moment particulier, ce moment en tête-à-tête. Je ne sais pas si vous êtes plusieurs de votre côté, mais moi je suis en tête-à-tête avec vous, avec chacun de vous. Voilà, aujourd'hui je vais vous exposer quelque chose. Mais on parle souvent d'hypnose et en hypnose on a des modèles. Voilà, il y a des types d'hypnose différents. Il y a des hypnoses qui sont hellmaniennes, des hypnoses qui sont ericksoniennes. 90% de l'hypnose planétaire, même plus, 99 pratiquement pour cent, 95 si on est généreux, % de l'hypnose planétaire est tirée Dave Hellman. Voilà, c'est Dave Hellman qui est le grand rénovateur de l'hypnose moderne, qui a remis l'hypnose moderne dans la médecine, dans à peu près tout, qui a redonné ses lettres de noblesse à l'hypnose moderne. Et c'est Erickson était formé à l'hypnose hellmanienne au départ, et il l'a fait avec sa façon de faire. Erickson n'est pas l'individu le plus connu dans l'hypnose. Hellman est le grand monsieur qui est connu partout sur la planète. L'hypnose ericksonienne est surtout connue en France et commence à émerger maintenant dans d'autres pays. Peut-être qu'au final, elle finira par prendre sa place. Aux États-Unis, il y a très peu de gens qui en font. C'est moins de 1% des hypnothérapeutes américains qui pratiquent l'hypnose ericksonienne. Pour eux, ça leur paraît un univers très compliqué, alors que non, c'est un univers super naturel. Mais quand vous parlez d'hypnose hellmanienne, on vous parle d'une forme d'hypnose. On dirait que l'hypnose hellmanienne, c'est une hypnose à l'ancienne. Pas du tout, c'est très moderne. Et c'est pas un courant d'hypnose, c'est des dizaines de courants différents d'hypnose que vous avez. Djalé qui fait de l'hypnose ericksonienne, vous avez David Kuklé qui fait de l'hypnose hellmanienne, qui ont des styles qui sont quelque part presque ericksoniens, mais lui ne connaît pas Erickson, il n'a jamais étudié ce que faisait Erickson. David Frédéric qui fait aussi de l'hypnose hellmanienne, mais avec un style différent. Klein qui fait un autre style d'hypnose. Des tas de gens s'inscrivent dans le courant hellmanien, parce qu'à l'origine, c'est Dave Hellman qui est le grand-père, l'arrière-grand-père de ce courant-là, qu'il a porté, mais chacun a apporté sa touche et ça a donné des dizaines de courants différents, avec des styles des fois qui sont très ouverts, très, très proches de ce qu'on fait en ericksonien aussi, et des fois très éloignés de ce qu'on fait en ericksonien, mais qui fonctionnent, qui sont très, très fonctionnels, qui ne sont pas forcément un directif tel qu'on le faisait croire du temps de Mesmer ou d'autres, très directifs, très carrés, très manque de permission. Non, non, du tout. C'est des approches de l'hypnose qui sont très, très différentes des autres. Mais tout ce cursus-là, au final, pratique une hypnose qui est similaire, des leviers qui sont similaires dans l'hypnose, avec juste des styles qui sont différents. Et qui sont intéressants à connaître parce que des fois, quand un ne passe pas, on peut passer à l'autre style. Si je fais de l'ericksonien et que c'est pas la chose la plus efficace avec le sujet, qui est le plus adapté pour le sujet que je suis, ben je peux utiliser un autre style, un style d'un de ces courants, hellmanien ou autre. Pareil pour jouer un taux d'efficacité similaire et voire plus supérieur parce que des fois, c'est plus adapté. Adapter le style d'hypnose que l'on fait à ce qui est plus réceptif pour la personne, à ce à quoi la personne est plus réceptive, c'est mieux. Et ça, c'est dans le courant de l'hypnose qu'on pratique classique. On a un modèle dans ce courant d'hypnose qui est un modèle de la psyché. Et ce modèle de la psyché, qui est assez simple, fait que quel que soit le style d'hypnose qu'on utilise, on va travailler avec les mêmes outils. On va travailler avec l'enfant intérieur, on va travailler avec des outils qui font appel au vécu de la personne, aux émotions de la personne, à ce qu'elle a construit autour de ses émotions, à ce qu'elle a construit autour de son vécu personnel. Donc ça, c'est la même façon de travailler. C'est juste le style qui est différent. Mais on travaille avec la même matière. Les solutions sont pas différentes d'une façon à l'autre. C'est juste le style qu'on va adopter. Donc, du coup, pourquoi nous avons cette matière qui est toujours la même et ces solutions, ces réponses qui sont toujours la même, qui sont celles du sujet, fonctionnera que qui vient de l'intérieur du sujet et qui est adapté à ce que vit le sujet. Et lui, c'est le seul à connaître vraiment ce qui est le plus adapté pour lui. Si on suit le sujet, il n'y a pas de raison, ça ne peut que marcher. Mais cette matière première, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette matière première que l'on va utiliser? Eh bien, cette matière première, ce sont les émotions.
Parce que nous sommes des êtres d'émotion, nous ne sommes pas des êtres de logique. Évidemment, nous sommes logiques, ce qui fait la différence entre nous et les animaux, quelque part. Allez savoir s'il y en a une. C'est que nous faisons appel à notre logique, à notre raisonnement, qui nous permet de bâtir des lieux, de bâtir des maisons, de bâtir des civilisations, de faire des prouesses architecturales, de faire des prouesses scientifiques, d'amener plus de confort. N'oubliez pas que nous vivons, malgré la crise que nous traversons et les crises que nous travaillons économiques ou virales, nous sommes dans le siècle qui a connu le moins de guerres dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes dans le siècle où nous vivons d'une façon dont l'humanité n'a jamais connu. Il y a de la misère, certes, mais il y en a moins que dans les autres temps. Il y a du confort, il y a une façon de vivre, il y a de l'hygiène. Certes, ce n'est pas parfait et c'est à améliorer largement. Mais nous sommes quand même dans la meilleure période qu'ait jamais traversée l'humanité jusqu'à présent. Alors, je vois plein de catastrophistes qui, aujourd'hui, sur les réseaux, disent « le système va s'effondrer ». Oui, non, nous sommes dans le meilleur. Et c'est pas parce qu'on manque d'imagination pour imaginer le futur qu'il n'existera pas, ce futur. Juste si on regarde trop le passé, on ne regarde pas le futur. Mais pourquoi on a besoin de tout ça? Pourquoi on regarde des choses négatives tout le temps sur les réseaux? Parce que nous sommes des êtres d'émotion. Parce que ce sont les émotions qui nous font vivre, pas la logique. Sinon, on ne céderait pas à regarder TF1 tous les jours avec des actualités toujours les mêmes d'ailleurs, et toujours négatives. Et parce que ça génère des émotions chez nous. Et que nous sommes des êtres d'émotion. Il nous faut des émotions pour vivre, pour exister. Parce que nous n'existons qu'à travers nos émotions. Et nous sommes des êtres de logique. Si on prenait toutes les logiques d'une journée et qu'on les accumule, qu'on les groupe, chaque minute de logique d'une journée, eh bien, je pense qu'on pourrait en faire peut-être 1 heure. Oui, peut-être tout groupé ferait 1 heure dans notre journée. Le reste du temps, c'est les émotions qui nous font prendre nos décisions. C'est nos ressentis internes, c'est des intuitions, c'est notre inconscient qui décide pour beaucoup de choses. Et ces émotions qui nous pilotent. Est-ce que je suis la même personne quand le matin, avant de partir au travail, je me suis un peu accroché à la maison? Et que du coup, j'arrive au travail et je ne suis pas de très bonne humeur, je ne suis pas dans mes meilleurs jours. Est-ce que je prendrai les mêmes décisions, là, en toute logique, que je prendrai un jour où je suis d'humeur joyeuse? C'est pas gagné, hein, c'est pas sûr, c'est clair. Parce qu'on est des êtres d'émotion avant tout. C'est ce qui nous constitue, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fonde. La logique vient après nous permettre de nous structurer. Regardez, quand mon supérieur ou mon patron m'engueule, qu'il me réprimande au sujet de certaines choses, j'ai tendance à quoi? À me figer des fois. J'ai tendance à... Mais pourquoi je me fige? Pourquoi j'ai cette réaction de me figer? C'est pas la bonne réaction. La bonne réaction serait de mettre sur la table qu'est-ce que me reproche, démontrer que ça n'est pas de mon ressort, démontrer ce qui a joué en toute logique. Pourquoi je réagis de manière purement émotionnelle? Parce que j'ai appris que je suis un être d'émotion. Et en temps normal, qu'est-ce qui se passe? En temps normal, en PNL, on appelle ça la roue PNL. Je l'ai un peu résumé, un peu simplifié. Mais voilà, l'index de computation ou la roue PNL, qu'est-ce qui se passe? Je vois des choses à l'extérieur, la partie verte là. Mon patron me crie dessus. Comme il me crie dessus, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon cerveau? Je compare la situation. Mon cerveau, il fait des milliers de connexions comme ça à la seconde. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il fait ces connexions, il compare ce qui se passe dans la situation à ce que j'ai déjà vécu. Et là, d'un coup, ça match. Il trouve que mon petit patron rougeau qui me crie dessus, eh ben, il me rappelle mon père qui me criait dessus parce que je n'avais pas fait un devoir. Et du coup, j'ai appris une émotion qui était de me figer. À ce moment-là, une émotion m'envahissait et je me figeais. J'avais ce comportement-là de me figer. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Mon cerveau, il match là. Et là, on est dans le cadran bleu.
On est dans le cadran bleu et dans le cadran bleu, voilà. Dans le cadran bleu, c'est des processus internes. Et ça, mon cerveau le fait des milliers de fois par seconde. Il compare chaque fois la situation que je vis à ce que j'ai déjà vécu. Et pour lui, ça match. Donc, à ce moment-là où je l'ai vécu la première fois, j'ai appris une émotion et je me fais revivre cette émotion. Et comme chaque émotion est générative d'un comportement, j'ai mon comportement qui se met en place derrière. Et là, je suis dans le comportement, ben, je me fige. C'est pas le meilleur comportement, on est d'accord là-dessus, c'est pas le meilleur comportement. Mais c'est ce que j'ai appris à ce moment-là, quand j'étais enfant. Donc, je peux le désapprendre, le réapprendre, et ça, avec l'hypnose ou avec la PNL, je sais le faire. Je sais changer cette situation. Donc, ça me génère ce qu'on appelle, nous, en PNL ou en hypnose, un état interne. Un état interne, c'est une émotion. Voilà. Et mon émotion génère automatiquement un comportement qui, évidemment, interfère avec le cadre dans lequel je suis. Là, je vous le rappelle, c'est mon patron qui me met dessus. Et factuellement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait vibrer l'air avec sa bouche. Tout ce qu'il fait, c'est faire vibrer l'air avec sa bouche. Donc, comme il fait vibrer l'air avec sa bouche, normalement, quelqu'un qui siffle, qui chante, ben, n'a pas le pouvoir de déclencher une émotion chez moi. Il ne fait que vibrer l'air avec sa bouche. Quand on fait des mots, c'est ça. Il s'agite, il est tout rouge, il devrait me faire rire. Et là, il ne me fait pas rire, il me fait figer. En PNL ou en hypnose, je peux le changer. En PNL, on fera ça très très vite, plus vite qu'en hypnose. On fera un switch. Et là, on implantera, je ne sais pas moi, une ressource, quelque chose de différent. Par exemple, on implantera Bozo le clown au cirque quand j'étais petit, qui me faisait bien marrer, tout rougeau, il y ressemble beaucoup. Et donc, du coup, là, quand mon patron va me crier dessus, je vais me marrer. C'est pas forcément la bonne solution, la bonne ressource. J'en trouverai une autre de plus équilibrée. Sinon, il va mal le prendre. Donc, du coup, j'implante la bonne ressource bien équilibrée, j'ai le bon comportement, logique. En athée, on dirait que j'agis en adulte. C'est bien d'être un enfant des fois. Hein. Et donc, du coup, ben voilà, j'aurai le bon comportement et la situation sera mieux, je ne me ficherai pas. Voilà, ça, on sait travailler. Quand je travaille comme ça, ben, je travaille avec les outils de l'hypnose, de la PNL, qu'elle soit ericksonienne ou qu'elle soit hellmanienne, peu importe le type d'hypnose. Il y a des courants d'hypnose dans les pays de l'Est qui sont très différents aussi et très passionnants. Tous les types d'hypnose sont passionnants. Toutes les approches sont passionnantes. J'avoue un faible immodéré pour la PNL, qui va beaucoup plus loin que ne va l'hypnose. Claire, qui inclut l'hypnose dans son 5 même, et pas forcément que l'ericksonienne d'ailleurs. Donc, du coup, là, quand je travaille comme ça, je travaille avec ce que je sais faire. Donc, j'ai un modèle pour travailler comme ça, qui est un modèle, parce que bon, il n'y a pas de vérité. Hein, dans tout ce que je vais vous dire là, il n'y a aucune vérité. Il n'y a que des modèles. Et un modèle n'est qu'un modèle. C'est quelque chose, c'est une théorie, c'est quelque chose qui nous est utile, qui est efficace, et qui évoluera avec le temps et qui disparaîtra, sera remplacé par un autre modèle. Mais tant qu'un modèle est efficace et correspond à ce qu'on veut, vous savez, je vais prendre l'analogie avec le modèle de l'atome. Le modèle d'atome, on me l'a présenté quand j'étais petit, quand j'allais à l'école, avec un amalgame de billes au centre et puis d'autres billes qui tournent autour. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est pas tout à fait la bonne représentation. Toutefois, quand j'ai ce modèle en chimie ou en physique, il va être utile en chimie. Ce modèle de l'atome est fonctionnel. Il nous permet de faire des molécules. Donc, on sait que c'est faux, on sait que c'est un modèle, et ce modèle est fonctionnel. Et c'est le modèle le plus simple et le plus fonctionnel que l'on ait pour faire certaines applications. Dans d'autres jeux, dans d'autres cours d'études, ce modèle ne sera pas fonctionnel. Si je veux aller dans le domaine du subatomique, on sait bien aujourd'hui que ce modèle avec des boules qui tournent autour d'autres boules, un peu un modèle planétaire, n'est pas le bon modèle. Voilà, il y a des modèles probabilistes après, qui sont des vibrations du néant, qui sont une potentialité d'exister à un endroit donné à un moment T. Voilà, ça c'est des modèles mathématiques différents qui ne sont pas forcément utiles quand je vais faire de la chimie ou que je veux construire des ponts. D'autres modèles me sont plus adaptés. Donc, nous, on a des modèles et chaque modèle est un modèle adapté à la forme de thérapie, au présupposé. Alors, des fois, regardez, en hypnose, on a en ericksonien, dans notre modèle ericksonien, on a un présupposé qui est que
le cerveau ne comprend pas la négation. Et c'est fonctionnel, c'est très très bien, on l'utilise de manière très forte en thérapie. Si je me mets avec un outil hellmanien maintenant, je n'ai pas ce présupposé. Et dans certains courants hellmaniens, je peux très bien utiliser la négation, au contraire, comme un levier efficace. Et c'est fonctionnel aussi. Étrange, non? Pour autant, tant que je reste dans le modèle de ce que j'applique et que c'est fonctionnel, pas de problème, il n'y a pas de conflit. Ce qui est intéressant, c'est pas que ce soit vrai ou faux. Ce qui est intéressant, c'est que le modèle soit fonctionnel pour le but pour lequel je l'utilise. Donc, du coup, on a un modèle qui est fonctionnel, qui est le modèle du conscient et de l'inconscient. Ce modèle du conscient, il en existe d'autres, on en verra d'autres. Il existe un modèle du conscient et de l'inconscient, et en hypnose ericksonienne ou en hypnose hellmanienne, on va utiliser ce modèle-là du conscient et de l'inconscient. Et dans ce modèle-là, conscient-inconscient, eh bien, ça me permet de prendre conscience. Quand je fais de la PNL, quand je fais de l'hypnose, j'utilise ce modèle. Et c'est fonctionnel, ça marche bien. On a des taux de réussite qui sont fabuleux. D'énormes taux de réussite. Je peux avoir à des moments l'utilisation du conscient et de l'inconscient en même temps. Que les deux soient participatifs. Si je veux plus travailler avec le conscient, je vais plus travailler avec des outils de systémie, de PNL. Je ne dis pas que l'inconscient en est absent, hein, mais je dis qu'on va majoritairement travailler souvent avec le conscient. Donc, du coup, je peux agir sur la règle sociale, sur l'image de soi, sur des analyses logiques qui constituent notre réalité aussi. Je peux modifier ma vision du monde par des recadrages. En disant à la personne, mais si tu le voyais sur un autre point de vue, qu'est-ce que ça serait, qu'est-ce que ça donnerait? Je peux faire appel à la rationalité, des fois où l'émotion est dominante. Voilà, je peux mettre à jour des croyances et contrecarrer ces croyances en changeant les modèles. Il y a beaucoup de choses à travailler sur le conscient. Et l'inconscient aussi, parce que les émotions naissent de ces pas de ces conflits, mais de ces apprentissages inconscients, les peurs des fois inconscientes que nous avons besoin, nos besoins aussi, nos besoins qui sont bien portés par notre inconscient. Je peux aussi voir qu'est-ce qui est les ressources avec des sources de plaisir, la confiance en soi qui est présente en chacun de nous, la faire émerger, l'amplifier. Et voilà, donc en hypnose, je peux travailler avec l'inconscient, en PNL avec le conscient. En PNL, je peux travailler avec le conscient et l'inconscient. En hypnose, je peux travailler avec les deux aussi ensemble, ce qui me permet, à ce moment-là, d'avoir les deux coopératifs. Quand je vais travailler sur un arrêt du tabac, je vais souvent être à un niveau d'hypnose assez léger, qui me permet de travailler avec une présence du conscient et que les deux soient coopératifs. Quand je veux aller sur des choses plus profondes, je vais travailler avec le modèle de l'inconscient et uniquement l'inconscient si je veux faire certains travaux auxquels le conscient aurait tendance à obstruer un peu le passage et que l'inconscient réclame fortement. Là, l'inconscient qui est au final le vrai pilote. Vous savez, en ericksonien comme en hellmanien, pour nous, le vrai pilote de la machine, c'est l'inconscient. On a une définition de ça, on dit que le conscient, c'est un petit enfant assis sur le siège passager de la voiture qui a un volant en bois dans les mains et qui fait le bruit du moteur avec la bouche et qui croit que c'est lui qui conduit. Il en est persuadé. Et pourtant, l'inconscient, c'est le pilote à côté. C'est celui qui est à côté, celui qui va faire que, il va éviter les embûches, il va éviter de se manger les bords, il va conduire juste ce qu'il faut. Si vous avez survécu jusqu'à aujourd'hui, si vous êtes toujours vivant aujourd'hui, c'est plus à votre inconscient que vous le devez qu'à votre conscient. Parce que c'est lui qui vous a fait toujours prendre les bonnes décisions. Et des fois, le conscient prend le dessus, il vous fait faire des bêtises, voire des conneries d'ailleurs. Donc la participation des deux, savoir écouter son inconscient, c'est super utile. Savoir écouter son inconscient, c'est une clé majeure. Réfléchir, analyser avec son conscient et savoir écouter ses intuitions. Ça, c'est l'être humain. C'est la beauté de l'être humain. C'est le côté merveilleux et le côté magnifique que nous avons tous en nous. Et des fois, on oublie d'écouter une part de nous-mêmes. On oublie d'écouter la logique des fois quand on est emporté émotionnellement. On oublie d'écouter notre inconscient quand il nous donne des signes, des intuitions. Et c'est dommage, parce que nous sommes là, la puissance de nous-mêmes.
quand nous sommes unifiés, à l'écoute de chaque partie de nous, de tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Apprenez à écouter vos intuitions. Elles sont souvent justes. Et modérez vos émotions par la logique. Et là, vous avez un bon équilibre. Alors, ce modèle, c'est le modèle de l'hypnose classique, de l'hypnose thérapeutique. Il s'utilise dans beaucoup de choses. On va l'utiliser en PNL. On va l'utiliser, je vous l'agrandis un peu, on va l'utiliser en PNL, on va l'utiliser en hypnose, on va l'utiliser en coaching, beaucoup, en thérapie brève, dans tout ce qui est les modèles où on va chercher les émotions et où on essaie d'avoir aussi une vision logique. Le mélange entre l'analytique et l'émotionnel nous permet chaque fois d'avoir les ressources, nous permet à chaque fois de vous dégager le meilleur du sujet. Voilà. Et pourtant, ces modèles-là, qu'on utilise quotidiennement en cabinet, ces modèles-là qui nous servent à voir le monde, parfois, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, pourquoi? Pourquoi cela ne marcherait pas? Ça ne marche pas. Attendez, j'essaie de... Voilà. Voilà. Ça ne marche pas parce que nous sommes des abrutis sphériques. Qu'est-ce que c'est qu'un abruti sphérique? Un abruti sphérique, c'est un imbécile. C'est un imbécile, quel que soit l'angle sur lequel on le regarde, il est tout aussi imbécile. C'est pour ça qu'il est sphérique. Vous, moi, nous sommes tous à certains moments des imbéciles sphériques. Ça, c'est quelque chose que ce monsieur, Zwicky, un astrophysicien phénoménal, disait. C'est lui qui disait, nous sommes des imbéciles sphériques. Nous sommes des abrutis. Il disait sphérique bassarde, exactement. Donc bien au-delà encore. Il disait que nous n'avons pas la capacité, liée à notre éducation, liée à notre vécu, liée de remettre en cause les choses, d'avoir un point de vue neuf et innovant sur les choses. Nous sommes dans des certitudes, nous sommes dans des points de vue que nous passons vrais, nous sommes dans des modèles en réalité. Donc, être capable d'aborder le monde sous un angle neuf, sous quelque chose qui sorte des rails, qui sorte des présuppositions habituelles auxquelles on nous a habitués, où on nous a formatés. Nous sommes tellement formatés que nous n'avons plus l'œil neuf, l'œil naïf, l'œil capable d'imaginer autre chose. Et ça, on y tombe tous à certains moments. Plus on se spécialise, plus on devient pointu souvent, plus on va être fermé à l'innovation, fermé à d'autres points de vue. Ce monsieur-là, Zwicky, faisait de la physique des particules. Et un jour, on va voir un prix Nobel, et il a dit, j'ai lu tout ce que vous avez publié, j'ai vu toutes vos conférences. Il n'y a rien dans ce que vous avez fait, dans ce que vous avez publié, qui soit vraiment innovant. Vous avez agrégé des travaux d'autres, des points de vue, mais aucun apport. Rien de point de vue vraiment innovant. L'autre l'a pris de haut, prix Nobel, vous pensez. Et il a dit, et vous? Et là, celui qui lui a dit, moi, j'ai une idée originale tous les 2 ans en moyenne. C'est énorme. Et il a dit, donnez-moi un sujet et on verra bien, je vous le démontrerai. Et donc, il a dit astrophysique. À l'époque, il faisait de la physique dure, lui, pas de l'astrophysique. Et donc, il s'est attaqué à l'astrophysique. Et bien, ce monsieur a prédit, a découvert les supernovas, a prédit la matière noire. Le premier à évoquer la matière noire, le concept de matière noire, c'est lui. C'est lui qui l'a prédit. Il a découvert les supernovas, la matière noire, l'énergie noire et tout un tas de choses qu'il a découvert avec un point de vue. Alors, c'était quelqu'un de très, très dur. C'était quelqu'un d'intransigeant, quelqu'un de très, très dur avec lui-même et avec les autres. D'ailleurs, on a donné son nom à une unité de mesure, le Zwicky,
qui sert dans l'aéronautique, je crois. Mais on n'a pas pu le donner parce que un Zwicky, c'était beaucoup trop dur. Donc, on lui a donné le micro-Zwicky, voilà. Parce qu'on ne pouvait pas être aussi dur que lui, c'est pas possible. Rien ne pouvait être aussi dur que lui. Voilà, donc, il a défini ça. Ayons des points de vue. Ayons des points de vue différents. Et ne soyons pas des abrutis sphériques. Ça m'a été difficile. Les modèles que je vais vous expliquer de l'hypnose, qui sont des modèles d'hypnose, moi j'ai longtemps travaillé avec les modèles qu'on vient de voir, conscient et inconscient, avec de l'hypnose somme toute classique. Et il m'a été très difficile au départ, très choquant d'aborder d'autres modèles. Et pourtant, quand ça ne fonctionne pas, que faire? Et il existe d'autres modèles d'hypnose qui fonctionnent sur autre chose, qui fonctionnent sur d'autres modèles. Je ne dis pas que ce sont des vérités. Je dis que c'est d'autres représentations. Et que si on utilise ces autres représentations, à certains moments, on peut avoir des résultats. Je vous en parlerai dans des vidéos futures. Ça, c'est la première partie. Je vais vous faire d'autres parties. Là, on a parlé du modèle classique. Par la suite, je vais vous parler du modèle spirituel et je vais vous parler d'un autre modèle qui est le modèle symbolique. Donc, et de comment ces modèles s'agencent entre eux et se génèrent les uns les autres. C'est aussi un modèle. Donc, n'oubliez jamais ça. Toutes les théories ne seraient qu'un exercice vif de sens. Donc, une perte de temps si on ne vérifiait pas au préalable en quoi constitue la population de l'univers. C'est-à-dire, c'est vous. Vous êtes des êtres d'émotion, des êtres de matière. Le reste, c'est de la théorie. La seule vérité, c'est une vérité qui nous permet d'agir sur les êtres d'émotion. Je vous dis la suite au prochain épisode. À très bientôt.